Bonjour et merci à vous, Christine Doisy et Philippe Gay, d'être venus participer à cette journée gestion. La parole est à vous et donc à vos deux témoins que vous allez nous présenter. Je vous tends le micro. La zapette est là. Bien, donc merci. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Donc, pour succéder à cette cartographie des risques présentée brillamment par Hélène, et merci Hélène en tout cas de cette introduction, parce que j'ai retrouvé dans vos propos beaucoup de ce que nous allons préconiser, notamment donc, en matière de réponses qui seront apportées par les recommandations que les experts comptables que nous sommes pouvons apporter auprès des OGEC. Mais en guise d'introduction déjà, ce que je voulais dire, le risque zéro n'existe pas. J'ai entendu ça tout à l'heure, et nous en faisons l'expérience aujourd'hui, puisque donc effectivement nous avions prévu une séquence avec une petite introduction d'un document donc de reprise de préconisation que nous vous avons préparé. Le document, il existe et nous allons le diffuser, ça, il n'y a pas de problème. Et puis ensuite, on avait prévu donc 2 témoignages avec des chefs d'établissement qui se prêtaient donc au jeu sur 2 aspects de la cartographie, puisque vous avez vu que cette cartographie peut être, selon que vous l'avez définie, peut être vaste et très diversifiée. Donc on avait prévu deux aspects de cartographie sur lesquels on aurait mis le focus. Un aspect donc, sur les ressources humaines, donc comment sécuriser les opérations autour des ressources humaines, de la paye, des charges sociales des salariés. Donc nous avions prévu l'intervention d'un chef d'établissement d'une école et d'un collège d'Angers, qui malheureusement ce matin nous a fait défaut pour des raisons personnelles, et j'espère que ce n'est pas très grave pour lui, mais qui pour des raisons donc, de santé médicale et dans sa famille, il est retenu et ne peut pas se déplacer. Et puis donc un deuxième témoignage qui était prévu également donc d'un président, je crois, de GEC, d'un établissement qui devait donc nous apporter un témoignage sur la partie trésorerie et qui est également, je crois, au fond de son lit ou malade, et donc nous fait également défaut. Mais nous avions prévu le plan B, et vous voyez que nous avons quand même 2 témoins qui sportivement vont se prêter au jeu. Alors ce sont des témoins un peu plus professionnels, si on peut dire, puisque ce sont effectivement 2 membres de nos cabinets. Eh oui, mais ceci dit, je pense que ça c'est pas dénué également donc de sens, puisque Grégoire Gaillard pour le cabinet Nexenso et puis Guillaume Collet pour le cabinet KPMG pourront témoigner de l'accompagnement qu'ils auront fait auprès de ces établissements, pour chacun dans la partie que nous avons prévue. Alors ça va être peut-être un peu moins, je dirais, moins emprunté d'un témoignage terrain, mais le côté terrain existe quand même, puisqu'il y a eu une véritable collaboration entre les professionnels que nous sommes et les établissements qui avaient volontiers donc relevé ce défi de venir témoigner avec nous. En tout cas, donc, nous souhaitons un prompt rétablissement à ces 2 personnes qui devaient venir, notamment M. Martineau, qui est chef d'établissement donc, au collège à l'école et collège Saint-Augustin d'Angers. Donc voilà, donc
une fois fait cette présentation, donc on a prévu donc une petite introduction qui est structurée à travers un document qui sera à votre disposition, je pense, qui sera diffusé donc comme tout le reste des documents de cette journée, et qui est assez dense. On ne va pas rentrer dans le détail, et notamment sur les aspects qui ont déjà été développés donc, dans l'intervention précédente. Simplement pour dire que de plus en plus d'entités sont confrontées donc, à des détournements d'actifs, font l'objet de fraudes. Donc c'est quand même effectivement je dirais, l'objectif aussi d'un contrôle interne bien organisé et bien sécurisé, c'est de réduire, de combattre la fraude. Tout à l'heure, quand on préparait cette intervention, on citait le cas d'un président d'OGEC, qui doit être dans la salle d'ailleurs, en disant moi ce qui m'intéresse de toute façon c'est que les problèmes de trésorerie. Ben, il a raison ce président, puisque c'est vrai que dans toutes les procédures dont on a parlé tout à l'heure et dont on va parler encore maintenant, tout ce circuit d'information qu'on va essayer de sécuriser, qu'on va essayer également sur lequel on va essayer de sensibiliser tous les acteurs qui vont intervenir sur le circuit de cette information, qui au départ d'ailleurs n'est pas une information que financière, eh bien tout se termine par du fric, tout se termine par de l'argent, tout se termine par une opération financière qui se résulte soit par un enrichissement, soit par un appauvrissement. Hein. Et donc, si on veut sécuriser cette chaîne d'organisation, d'information et tous les acteurs qui interviennent, eh bien, c'est pour justement se prémunir de toute perte, de tout risque de déperdition de cette trésorerie. Et donc, en fait, cette remarque, eh ben, elle est tout à fait fondée, n'est-ce pas, Christine? Tout à fait. Voilà. Tout arrive toujours avec un flux financier in fine. Un petit peu plus haut? Oui. Je vais essayer, j'ai une petite voix, hein, désolé. Voilà. Donc, effectivement, quels actifs va-t-on chercher à sécuriser? Alors, on va prendre une donnée comptable, hein, puisque globalement, les actifs, c'est une notion comptable. Pour les plus intéressés aux comptes annuels de vos OGEC, c'est souvent des tableaux qui sont commentés en assemblée générale. Donc l'actif, il se décompose de plusieurs items. En général, on commence tout en haut de l'actif par des données qui sont un petit peu moins liquides, comme on dit, puis on arrive dans le bas de l'actif avec des données plus liquides, notamment les disponibilités. Mais si on commence par le haut de votre bilan à l'actif est toujours constitué des immobilisations. Donc voilà. Alors les immobilisations, c'est quoi? C'est l'ensemble de votre patrimoine. D'abord l'immobilier, et puis après, on va parler de tout le matériel, etc. Donc ça, c'est un actif. L'actif, c'est la richesse de votre entité, de votre OGEC. Donc c'est ça qu'on va chercher à sécuriser. Donc les immobilisations, qu'elles soient corporelles, bâtiments, construction, etc., ou bien simplement du matériel un peu plus courant, des tables, des chaises, des ordinateurs, beaucoup de matériel informatique aujourd'hui, hein, des vidéoprojecteurs, etc., etc. Donc ça va être tout ce matériel-là qu'il va falloir déjà, en première ligne, sécuriser. Ensuite, quand on descend un petit peu, on peut avoir éventuellement du stock. Alors si on n'en a pas toujours dans les bilans, en cours d'année, on peut avoir quand même un petit peu de matériel, je veux dire, qui sont commandés. Hein. Moi, je suis trésorière d'une OGEC qui est un collège, maternelle, primaire, collège. Toutes les fournitures pour le primaire sont achetées en début d'année. Hein, et au fur et à mesure, elles sont distribuées aux élèves. Donc, il y a une période de l'année où on a un tout petit peu quand même de stock. Hein, ça peut être effectivement aussi des stocks, pourquoi pas, de nourriture, si par exemple la restauration est restée en interne, parfois même si elle est d'ailleurs externalisée, il peut y avoir un peu de stock de nourriture. Puis si on continue en bas, un petit peu plus bas en dessous des stocks, on a les créances. Donc les créances, c'est tout l'argent qui reste à recouvrer. C'est des sommes qui sont à encaisser. Comment faire pour sécuriser ces créances, notamment celles auprès des familles? Il peut y avoir aussi des créances à recevoir des collectivités, notamment des forfaits, mais la plupart du temps, le gros poste sur les créances, ce sont les créances rattachées aux familles. Et puis quand on descend encore un tout petit peu plus bas dans votre bilan, on arrive sur le poste disponibilité, les placements, les comptes bancaires et la caisse. Parce qu'on a encore des caisses, beaucoup, parfois de caisses, dans les OGEC. Voilà. Oui, alors ça fait penser à une petite anecdote. Récemment, donc, je venais faire
une intervention donc, dans une école. Et le chef d'établissement était fier donc, de me dire, pas de problème, nous avons un rétroprojecteur, enfin un projecteur qui est tout neuf, qu'on vient d'acheter. Et donc je m'installe, je branche mon ordinateur, et puis le projecteur était fixé au plafond. Et je dis, bah, bon, OK. Et il dit, bah oui, la télécommande, on nous l'a piqué. Voilà. Et ça, c'est donc effectivement un élément de. Et il dit, c'est quand même, c'est le diable. Le projecteur nous a été livré il y a une semaine, et la télécommande est déjà partie. Donc, alors, voilà, elle n'a peut-être pas été volée, hein, tout simplement, quelqu'un l'a embarqué avec ses affaires, voilà, mais bon. Après, il faut la retrouver et puis il faut parfois en racheter une pour pouvoir continuer à fonctionner. Donc, quoi qu'il en soit, encore une fois, il y a un coût. Et deuxième élément auquel je pense, donc à propos des stocks, il y a besoin de sécuriser pas seulement les stocks sur lesquels, de fournitures qu'on a achetées nous-mêmes, mais également les stocks qui appartiennent à des tiers. Hein. Lorsqu'on a des prestataires externes qui interviennent à l'intérieur au sein de l'établissement ou au sein du collège, eh bien, il faut également que la procédure, l'organisation, comme c'était souligné également tout à l'heure, eh bien, sécurise également donc, les stocks qui appartiennent à des tiers ou les biens qui appartiennent à des tiers. Après, ce qu'il faut aussi voir dans l'analyse que vous allez mener au niveau d'une cartographie des risques, c'est qu'effectivement, on vient de descendre un peu les actifs, la nature des actifs. Il est clair qu'il y a des actifs qui sont un petit peu plus sensibles que d'autres. On risque plus, effectivement, peut-être d'être tenté par un vidéoprojecteur que par 3 chaises ou 4 tables. Hein, parce qu'effectivement, d'une part, c'est quand même plus facile à emmener, puis d'autre part, c'est plus sympa pour regarder à la maison les films, parce que les tables et les chaises, souvent dans les établissements, c'est quand même pas non plus des choses qu'on aime mettre dans son salon, quoi. Donc, s'il y a des choses qui vont disparaître, ça va plutôt être des choses, des matériels un petit peu sensibles. On avait eu le cas dans une OGEC à une époque, ils achetaient un petit peu de bouteilles de champagne quand il y avait une petite réception, machin et tout. Bon, bah, c'est clair que les bouteilles de champagne, c'est un petit peu plus sensible que le sel et le poivre, quoi. Enfin, voilà, bon. Donc, non, mais ça paraît du basique ce que je vous raconte, mais effectivement, c'est aussi vous voyez, on va vous rappeler plein de choses de bon sens. Mais effectivement, quand on parle de cartographie, de hiérarchie des risques, de mesure du risque, ça va être aussi de se poser la question de qu'est-ce qui est sensible comme actif. Effectivement, si je dois hiérarchiser, si je dois choisir ce que je dois protéger, parce qu'il faudra faire des choix de toute façon, pensez aux choses qui sont un petit peu plus sensibles que les autres. Voilà, ce qui est le fondement même de la cartographie des risques tel qu'il était présenté tout à l'heure par Hélène Beck. En ce qui concerne la disponibilité bancaire, je pense qu'on va passer rapidement puisque ce sujet sera certainement repris par Guillaume tout à l'heure lors de son témoignage. En ce qui concerne donc les bonnes pratiques pour limiter les risques, donc effectivement les grands principes du contrôle interne, c'est ce qui a été souligné aussi, donc je ne veux pas être en redite non plus, donc font souvent appel au bon sens. Les 3 piliers qui ont été évoqués, c'est les procédures, des procédures écrites, des procédures diffusées, des procédures adoptées. Hein, et à partir du moment où on est sur ce concept, tout ça sont des messages qui ne peuvent passer que par la formation ou l'information. Moi, j'apprécie beaucoup ce qui a été dit et de souligner cet aspect-là. Il faut véritablement sensibiliser les acteurs aux procédures et au contrôle interne à travers des réunions de formation et d'information, de façon à ce que chacun connaissent sa position par rapport à la chaîne de responsabilité et surtout l'accepte de façon à ce qu'il ait bien compris quel est le sens de son rôle par rapport à l'amont et par rapport à l'aval. Le contrôle interne est une des caractéristiques importantes, c'est qu'il doit, d'abord, c'est qu'il est permanent. Hein, chacun fait en permanence du contrôle interne sans s'en rendre compte, comme ça a été dit un peu, mais également, c'est pas du flicage, c'est pas de la police. On n'est pas investi d'un pouvoir de police, c'est simplement on est investi d'un pouvoir plutôt rassurant pour ceux qui sont concernés par la procédure qu'ils portent et qui fait l'objet d'un contrôle par celui qui est peut-être à l'étage supérieur ou qui est dans le maillon précédent au niveau de la chaîne. Hein, donc les contrôles, ça ne va pas être des contrôles subis, mais ça va être des contrôles acceptés et reconnus
d'une manière intelligente et d'une manière favorable. Hein. Ça doit être accueilli d'une manière favorable. Je rajouterais que les procédures, elles s'appliquent aussi à tout le monde et qu'en fait, personne ne doit en être exclu, y compris le chef d'établissement et y compris parfois le président. Donc, ce n'est pas toujours facile à faire passer comme message, mais je crois que l'exemple, vous le savez tous, il vient d'en haut. Et effectivement, il faut aussi admettre que ces procédures, si on a décidé de les mettre en place, il n'y a pas de passe-droit et qu'elles doivent s'appliquer à tout le monde et que tout le monde doit s'y plier, ne serait-ce que pour montrer l'exemple. Et c'est souvent un cercle assez vertueux d'ailleurs. Alors, dernier point, attention, le contrôle interne est fragile. Et il n'y a rien de plus fragile qu'une procédure qu'on va mal intégrer ou qui sera mal comprise, mal acceptée ou qui sera détournée. Hein. Donc, dès lors qu'une procédure a été... C'est pour ça que tout l'intérêt aussi qu'elle soit bien présentée et que chacun comprenne bien son rôle dans la fonction. Parce que dès lors qu'une procédure va être modifiée par son acteur, eh bien, on risque de briser la chaîne et de briser l'efficacité du contrôle interne. D'une manière totalement inconsciente, hein. Alors, peut-être aussi consciente, mais en tout cas, bien souvent, c'est d'une manière inconsciente. Mais malgré tout, dès qu'au quotidien, on va changer une habitude qui a été prise ou une façon de faire ou une boucle dans un circuit de documents, eh bien, ça risque effectivement de fragiliser notre contrôle interne. Donc ça, il faut constamment veiller. Et j'ai bien apprécié aussi ce témoignage d'Hélène tout à l'heure de dire il faut chaque année se reposer la question de dire est-ce que mon contrôle interne fonctionne, est-ce que mes risques n'ont pas évolué aussi, hein, et la nature des risques ou le comportement du risque par rapport à la procédure elle-même. Hein. Voilà. Le contrôle interne, c'est quelque chose qui s'adapte en permanence. Il faut simplement qu'effectivement les adaptations qui sont apportées soient diffusées pour que chacun en ait connaissance, mais ne pas imaginer que c'est quelque chose qu'on fait une fois pour toutes, éventuellement dans un beau manuel et qu'on met dans un placard après pour l'oublier. C'est un petit peu comme les démarches qualité, il faut vraiment pouvoir les vivre au quotidien. Donc pas toujours essayer de viser la perfection, ça a été aussi dit dans l'intervention précédente, mais plutôt être pragmatique. Donc peut-être abaisser certains niveaux d'exigence, mais par contre toujours rester dans la chose qui va se vivre, qui va être du quotidien de tout le monde et qui ne va pas être trop pesant, parce qu'à partir du moment où on est pesant, on sait bien que l'être humain a qu'un objectif, c'est de détourner la contrainte pour retrouver un peu de liberté. Donc il faut toujours être un petit peu vigilant à ça. Alors toujours, donc effectivement, dans les grands principes, eh bien, diffuser donc un code de bonne conduite. Donc ces procédures doivent être écrites, structurées et surtout avec la répartition, on va le voir tout à l'heure, donc de qui fait quoi, l'attribution des fonctions et des tâches à chacun, ainsi que les responsabilités qui leur sont déléguées. Et puis après, par nature même de procédure ou d'éléments du circuit ou des actifs concernés, eh bien, il faut identifier donc les risques spécifiques. On rentre vraiment dans le cœur de la cartographie. Donc en face de chaque risque, il faut une réponse adaptée, d'une manière simple et homogène. Alors éviter aussi les procédures usines à gaz, hein, c'est-à-dire que là où on ne peut pas faire de la séparation des tâches ou des fonctions, eh bien on ne le fait pas. Et puis on assume le risque au niveau où il est. On essaye d'abaisser au maximum ce niveau de risque, mais ce n'est pas parce que je ne vais pas pouvoir séparer les fonctions qu'il va falloir que j'embauche une personne de plus pour justement satisfaire à cette séparation de fonctions. Parce que pour le coup, notre organisation va engendrer effectivement des coûts de fonctionnement qui seront insupportables. Alors si on revient à la sécurité physique de nos actifs que je vous ai décrit tout à l'heure, effectivement, vous comprenez forcément que c'est des choses qui évoluent dans le temps. Je suis toujours impressionnée, moi, quand je vais dans une OGEC, c'est sur les trousseaux de clés. Il y a toujours des économes qui ont des trousseaux de clés fabuleux. J'ai un jour un établissement qui avait subi une effraction et en fait, le pass avait été volé. Ils ont été obligés de rechanger toutes les serrures de l'établissement. C'était une école d'ingénieurs. Ça leur a coûté une fortune, changer toutes les serrures. Enfin voilà. Bon, ça, vous savez bien gérer. En général, les clés, c'est bien géré.
Par contre, c'est vrai que dans le temps, est-ce que, voilà, on a mis en place effectivement des passes qui ont été diffusées à des gens, etc. Quand les gens partent, est-ce qu'on est sûr qu'ils rendent les clés? Est-ce qu'il ne faudrait pas de temps en temps, effectivement, récupérer les clés, avoir des codes d'accès? Est-ce qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'autrefois, il y avait des clés. Maintenant, il peut y avoir des accès électroniques avec des badges pour les portes, etc. Vous comprenez bien aussi que tout le monde ait accès à tout. Ça veut dire éventuellement des effractions, des dégradations. Parce que voilà, ça peut être aussi des gens un peu malveillants, voire parfois des élèves un peu insouciants qui font des bêtises ou des... Voilà. Donc tout ça, encore in fine, vous comprenez que ça coûte de l'argent quand il y a des dégradations. Mais voyez, est-ce qu'il faut toujours avoir des gros trousseaux de clés? Est-ce qu'il ne faut pas essayer de trouver aujourd'hui des moyens un petit peu plus modernes de limiter l'accès aux locaux pour pouvoir sécuriser d'une part les murs et la propreté de ces bâtiments, mais aussi l'intégrité des éléments qui sont dans les pièces. À vous de voir, vous voyez, mais il faut essayer de réfléchir de façon très pragmatique sur ces choses-là. Et puis, on a aussi des évolutions, je pense par exemple à tout ce qui est moyen de paiement. On vous dit souvent qu'il faut faire attention aux chéquiers d'avance qu'il y a, mais aujourd'hui, on sait bien que les volumes de décaissement par chèque ont été considérablement réduits. Par contre, on a aujourd'hui, tous les comptables ont sur leur bureau une petite clé, un mot de passe, un truc, enfin bref, qui permet de faire des virements. C'est comme si on donnait la signature à la banque. Donc toutes ces sécurités-là, il faut vraiment prendre conscience des évolutions. Aujourd'hui, avoir la signature à la banque, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a que ces gens-là qui ont le droit de faire des mouvements de banque. Aujourd'hui, parfois, il faut un code, tout simplement, ou un petit boîtier, ou un petit... comme vous faites vos virements le soir à la maison, quand vous avez besoin de faire une opération bancaire, tout simplement. Donc aujourd'hui, on a des moyens modernes qui font qu'il peut y avoir des gens, des personnes qui, à un instant T, ont un pouvoir sur la banque. Donc attention et pensez vraiment bien à ces évolutions de pratique, en fait, qui font que ce qu'on pensait vrai à un moment l'est plus toujours. Donc là, on essaye de vous mettre le focus sur quelques points qui permettent de sécuriser ces grands points d'actifs que l'on vient de voir. Alors, le manuel des procédures, dans ce manuel, effectivement, on va avoir la répartition de qui fait quoi et comment. Cette description, donc, on vous recommande qu'elle soit privilégiée donc, sur un format Word pour qu'on puisse régulièrement la mettre à jour et l'actualiser avec le moins de rédaction possible, surtout des schémas, privilégier les schémas, et puis faire en sorte que ce soit la référence indispensable à laquelle vous renverrez toutes les personnes qui pourront vous interroger, vous questionner sur sa mise en œuvre. Essayez de l'ordonnancer à travers donc, des thèmes prioritaires ou des thèmes importants. Là, on vous a donné quelques exemples, un planning paraphé de réservation et d'utilisation des immobilisations, notamment de véhicules, de logements, de matériel, etc. Des fiches d'inventaire permanent, ou enfin des fiches ou des logiciels parfois qui sont nécessaires, des procédures d'émission de factures, qui émet tel document ou d'achat de fournisseur, de l'engagement de la commande jusqu'à la réception de la facture et à son paiement. Et puis également donc, les procédures de tenue de journaux et de gestion des flux financiers. C'est vrai que cette rédaction du manuel des procédures, elle peut, à juste titre, vous sembler un petit peu fastidieuse, parce que se poser pour écrire les choses, c'est complexe. On est dans des activités professionnelles qui sont intenses. Le rythme des journées l'est également. Donc se poser pour réfléchir à tout ça, c'est vrai que c'est un petit peu... Voilà, ça peut apparaître comme un pinceau, mais je vous l'accorderai que ça en est sûrement un. Un intérêt que j'y vois, mais qui est également financier, on sait aussi que dans vos organisations, dans toutes les organisations, aujourd'hui, on a aussi des rotations de personnel. Le jour où la comptable qui est là depuis 10 ans part, qu'est-ce qu'elle faisait exactement, comment elle procédait, etc. Si on a éventuellement un manuel de procédure qui existe, au moins, on a une espèce de description de poste. Ça peut permettre de plus facilement recruter quand on fait la description du poste. Et puis surtout, ça peut permettre de gagner du temps quand on veut remplacer, parfois des beautés, une absence maladie, etc., quelqu'un pour dire, voilà, votre fiche de poste, c'est ça, il faut que vous fassiez ça, tous les mois, il y a ça et ça à faire. Donc pensez-y, il y a aussi un intérêt dans la gestion au quotidien. Il n'y a rien de pire que d'avoir un poste vacant et de se retrouver démuni devant une fonction,
Parce qu'en tant que chef d'établissement ou en tant que président, vous ne savez pas tout à fait ce qui peut se passer au quotidien. Donc ça, c'est important et c'est vraiment un gain d'efficience pour vos organisations. Christine, il faut qu'on accélère un peu. Ah bon, je suis bavarde. Peut-être, non mais juste sur la séparation des fonctions. Alors sur la séparation des fonctions, ça c'est le fondement, hein, c'est le socle. Je dirais, on va y revenir tout à l'heure quand on va échanger avec nos témoins sur ce sujet, parce que sans bonne séparation de fonctions, on peut bâtir autre chose, mais globalement, on ne sera pas efficace. Hein, donc ce qui est important, c'est d'essayer d'éviter que les gens travaillent en silo, hein, c'est-à-dire fassent tout de A jusqu'à Z. Alors parfois, avec plein de bon sens, on imagine que si tout le monde, la personne qui fait la facturation va, par exemple, s'occuper également des encaissements. Oui, le problème, c'est que la personne qui travaille en silo, il y a un moment, elle n'est pas contrôlée. Donc du coup, après, ça devient plus opaque. Donc c'est pas bon, voilà. Faut y penser. Il est évident qu'on ne va pas multiplier les interlocuteurs. Faut être agile là-dessus. Comme l'a dit Philippe tout à l'heure, vous allez peut-être décider de maintenir certains cumuls de fonctions. Ça arrive souvent. On a souvent cette contrainte-là. Mais pensez-y, c'est vraiment le premier point sur lequel, au moins, s'il y a des cumuls de fonctions, s'il y a vous devez être informé de ça, de façon à vous prémunir et à moins avoir un œil de vigilance là-dessus. Sur ce point, d'ailleurs, c'est un rôle que nous avons, nous, en tant que commissaire aux comptes ou expert comptable, lorsqu'on voit qu'il y a une faiblesse dans le contrôle interne, selon l'analyse qu'on en fait, eh bien, effectivement, on complète ces contrôles, on organise ces contrôles, donc sur la traçabilité, sur les justificatifs, on fait ce qu'on appelle des sondages, de façon à s'assurer qu'il n'y a pas de faille ou de risque. Ça limite au moins les effets de cette faiblesse qu'on pourrait avoir identifiée dans le contrôle interne. On a beaucoup de pertinence sur les contrôles aléatoires. Hein. On dit souvent le flair des commissaires aux comptes. Je ne sais pas si c'est vraiment du flair, mais bon, voilà. Toujours est-il que le contrôle inopiné et un petit peu, voilà, comme ça au pif, parfois met en évidence des anomalies et c'est toujours assez pertinent. Une autre diapositive aussi sur que j'ai bien aimé dans l'intervention d'Hélène également, sur l'utilité du contrôle de gestion. Alors sur l'utilité du contrôle de gestion, oui, parce qu'en fait, vous allez voir, on va le réévoquer tout à l'heure, mais le contrôle de gestion, quelque part, il permet de s'assurer que par rapport à... Enfin, vous savez, je ne vais pas vous raconter, mais on a en principe un budget qui est voté chaque année, et le chef d'établissement, il est là pour engager le budget. Donc il a un pouvoir de décaissement qui est quelque part limité dans la fourchette du budget qui a été voté par l'OGEC. Donc déjà, ça, c'est réglementaire. Ça permet de cadrer effectivement aussi son pouvoir d'action. Hein. Mais en plus, ça permet effectivement de se dire, là, attention, si je peux, au cours de l'année, faire mon contrôle budgétaire, je vois l'avancement. Et éventuellement, je suis capable de corriger cet avancement de budget pour m'assurer que mon atterrissage autour du 31 août va être à peu près dans la norme de ce que j'attends au niveau de mon budget. Donc toujours à vérifier avec... c'est un exercice difficile, le contrôle budgétaire dans vos activités, parce qu'on a une saisonnalité, notamment des dépenses. On a certaines dépenses qui sont vraiment très saisonnières, mais quand vous connaissez vos établissements, vous savez à quel moment vous dépensez plus. Mais souvent, la plupart des frais généraux, vous ne les dépensez pas forcément par 12e ou par 9e, enfin peu importe le nombre que vous choisissez. Donc c'est important de le faire, ne serait-ce que parce que c'est réglementaire et que ça permet effectivement de respecter la norme qui dit que le conseil d'administration de l'OGEC établit le budget, le chef d'établissement le met en œuvre. Budget d'investissement compris. Souvent, on oublie les investissements. Oui. T'allais le dire, oui, parce qu'effectivement, les investissements font partie des risques qu'on peut identifier. Juste un dernier point sur l'utilisation des moyens de paiement et les recommandations qu'on peut apporter aussi, mais je crois qu'on l'a déjà évoqué. Limiter l'utilisation des chéquiers et privilégier les virements bancaires, ça c'est un point qui a déjà été évoqué, je pense que ça, c'est vraiment dans l'air du temps. Réfléchir à la mise en œuvre de plafonds de règlement et de double signature pour les chèques ou également pour les virements, de façon à limiter les risques. Et définir les conditions d'utilisation des cartes bancaires sont vraiment là les 3 points essentiels sur lesquels vous devez travailler à vous sécuriser en termes d'organisation. À la suite donc, de la rédaction de la mise en œuvre des procédures, du contrôle interne, il faudra identifier les contrôles à réaliser pour vérifier la bonne application de ces procédures et prévoir éventuellement donc, des opérations correctives en cas de faiblesse détectée dans ces contrôles. Comme on le disait, il doit être constamment modifié, mis à jour.
En termes de conclusion, en fait, ce qu'on voulait juste vous présenter, c'est 10 conseils qu'on peut vous présenter d'une manière conjointe. Premièrement, donc, tenir une comptabilité adaptée. Là, c'est... Et pas en partie trouble, mais en partie double. Voilà. C'est pour détendre un peu peut-être l'austérité du sujet. Est-ce que je peux récupérer ma diapositive avec mes conseils? On l'a pas vu aussi. On l'a pas vu aussi. Bon, tenir une comptabilité adaptée, donc effectivement avec des logiciels qui soient sécurisés eux-mêmes. Les logiciels, donc effectivement, qui sont disponibles sur le marché, présentent des sécurités garanties par le constructeur. C'est quand même mieux qu'un logiciel développé par soi-même à l'aide de tableurs. Ça simplifie le travail et ça fait gagner du temps aux comptables parce que le cadre est normé et de ce fait, on gagne du temps. Quand on ne fait pas les choses sur Excel, quand on ne fait pas à côté sur Excel en plus de la comptabilité, c'est bien. Excel, c'est très, très performant, mais c'est très chronophage. Voilà. Ensuite voilà, respecter les budgets, la préparation des budgets. La préparation d'un budget, c'est important. L'autre jour, il y a quelqu'un qui me disait « Ah ben oui, mais j'ai besoin d'avoir mon bilan pour faire mon budget. » Non, c'est pas vrai, c'est faux. Vos effectifs, vous les connaissez en général avant de partir en vacances. Tout le reste, voilà, votre masse salariale, vous la connaissez. Globalement, votre budget, il doit être fait avant l'été. Alors pourquoi? Même si ce n'est pas le budget, si c'est la V1 du budget et que vous en ferez une V2, etc., peu importe, mais au moins ça permet de se projeter. Et ça permet surtout de commencer l'année au 1er septembre avec un budget déjà établi. Et pas d'attendre le mois de décembre pour faire le budget, ce qu'on voit assez souvent. Donc c'est un cercle vertueux parce que quand on se projette sur un budget en juillet, on n'a pas du tout le même œil que quand on le fait au mois de décembre. Alors qui dit budget dit contrôle budgétaire. On en a parlé. Organiser les différentes fonctions au sein de l'association, donc avec les séparations au maximum de fonctions. Rendre compte de l'utilisation donc des fonds confiés. Et c'est vrai que le fait d'être obligé de rendre compte nous oblige également à assurer un certain suivi et une actualité des opérations comptables et financières. Respecter la législation fiscale et sociale, puisque quelque part c'est une contrainte aussi utile qui nous guide. Justifier chaque dépense. Surtout les dépenses, par exemple, qui sont réglées en espèces. Pas de petits papiers, j'ai dépensé tant, merci de me rembourser. Ça ne va pas. Voilà. Je pense notamment ici, par exemple, au voyage. D'accord ? C'est du vécu quand même. Voilà. Référencer et classer chaque document. Rechercher dans la transparence les meilleurs rapports qualité-prix. Donc ça fait partie aussi d'une vous n'êtes pas soumis aux appels d'offres, voilà. Néanmoins, de temps en temps, ça peut être utile, voilà, dans un principe de transparence qui est quand même important pour vis-à-vis des fonds publics que vous manipulez, de consulter pour voir si globalement le cuisinier il n'a pas une petite rétrocommission ou un petit cadeau de fin d'année qui fait que de temps en temps il préfère acheter chez telle marque plutôt que telle autre, par exemple. Et puis faire contrôler et valider vos comptes par un expert comptable qui peut effectivement vous assister là aussi, comme on le disait tout à l'heure. Très bien. Voilà. Alors, merci. Donc maintenant, si vous voulez, on va passer juste à deux petits témoignages. Donc je vais commencer par m'adresser donc à Grégoire Gaillard. Alors Grégoire, tu es commissaire aux comptes donc dans plusieurs OGEC sur la région angevine. Et à ce titre, donc, dans cette fonction de commissaire aux comptes, bien entendu, tu te préoccupes de l'organisation administrative et sur le contrôle interne et les sécurités en matière de suivi des risques des différentes OGEC sur lesquelles tu exerces un mandat de commissaire aux comptes. Dans le cadre de l'analyse des risques, donc justement, donc, d'un OGEC type que nous avons retenu pour le témoignage, on va prendre donc un OGEC qui gère donc 2 établissements et tu vas nous citer à peu près donc le format de l'OGEC. C'est un OGEC un peu standard qu'on rencontre donc dans l'enseignement catholique. Et justement, donc là, ici, dans cet OGEC, il a été décidé par le conseil d'administration il y a 2 ans
de recruter une personne dédiée uniquement donc, à la gestion des ressources humaines et au contrôle et au suivi du personnel. Alors c'est une orientation qui a été confortée lors de notre revue de la procédure de paye. Donc nous, on a partagé avec le conseil d'administration cette orientation et cette décision en termes d'organisation. Et en fait, pour compléter donc, le dispositif, il faut préciser également que la fonction de traitement de la paye, donc le traitement mensuel de la paye, a été confiée donc, auprès d'un prestataire extérieur, donc a été externalisé, comme on le dit. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques petites précisions sur ce type d'organisation déjà et nous dire un peu quels sont les avantages et les vertus que tu y vois en ta qualité de commissaire aux comptes? Ouais, donc pour resituer l'OGEC, comme tu disais Philippe, donc c'est à peu près 1200 élèves pour donc une école et un collège avec on va dire une organisation assez classique avec un conseil d'administration, avec un directeur d'établissement qui chapeaute les deux établissements, un directeur d'école. Et la particularité de cette OGEC, elle n'avait pas d'attaché de gestion ou d'économe. Elle a une comptable, on va dire, à temps partiel. Comme tu l'as évoqué, elle externalise la paye, donc le traitement des bulletins de paye, et également sa mission de présentation auprès d'un cabinet d'expertise comptable. Et puis, bien évidemment, derrière, une mission de certification avec un commissaire aux comptes. Donc comme on sait, la fonction RH et les obligations légales, on va dire, et réglementaires en termes de paye évoluent, elle évolue beaucoup. C'est également dans les budgets des OGEC un poste de coût qui n'est pas négligeable. Et le souhait du conseil d'administration, c'était de sécuriser au travers de la séparation des fonctions en recrutant une personne qui était spécialement justement dédiée à la gestion des ressources humaines. Donc, dans le cadre de sa fonction, c'était principalement commencer par une remise à plat de l'ensemble des obligations de l'établissement, car en tant qu'employeur, il y a un certain nombre d'obligations type règlement intérieur, document unique d'évaluation des risques, les entretiens professionnels. Voilà, c'était l'ensemble. L'objectif de ce poste, c'était de remettre à plat toute cette partie RH. Et puis après, dans une partie plus suivi quotidien, c'était d'être le relais entre l'OGEC et le prestataire de paye, afin justement de sécuriser l'ensemble des remontées des variables de paye, que ce soit les absences, les entrées, auprès du prestataire, et puis le suivi de certains contrats particuliers, comme on peut le voir, des contrats de remplacement, des contrats aidés, comme on a eu beaucoup, qui nécessitent un certain suivi et un certain formalisme derrière. Très bien. Alors, pour revenir au thème qui nous préoccupe aujourd'hui, alors si je comprends bien, le fait d'avoir un prestataire externe, par exemple, et puis une personne qui soit dédiée aux ressources humaines, c'est du pain béni, ça, en termes de séparation de fonctions. Là, du coup, on a vraiment une séparation qui est vraiment dédiée, puisque cette personne-là, du coup, n'est pas la comptable. Elle ne bénéficie pas aussi de la signature bancaire. Donc, on a vraiment une séparation entre les variables de paye qui sont validées par cette personne et en même temps avec le directeur, qui sont envoyées ensuite au prestataire qui, lui, dans le cadre de sa mission, joue aussi un rôle de contrôle, ne serait-ce qu'au terme des échelons, au niveau du contrat, etc., de la réalisation du bulletin. Une fois que ces bulletins sont réalisés, l'état des virements, qui est, lui, validé par le chef d'établissement dans le cadre de sa fonction d'exécution budgétaire, comme tu l'as évoqué. Parce qu'en matière de paye, les risques, c'est quoi? C'est qu'il y ait une mauvaise saisie des variables de paye, c'est-à-dire des absences, des heures supplémentaires, tous ces éléments-là, donc effectivement... Voilà, ça peut être ça aussi. Si on n'externalise pas, ça peut être aussi des fois une méconnaissance sur un changement, on peut le dire, de taux au terme de charges sociales, mais effectivement, c'est plus aussi sur le suivi quotidien, sur les heures. Est-ce qu'on est certain que l'ensemble des heures et des absences sont bien remontées, ou même en termes de délai de déclaration, en termes de création. Voilà, on a eu besoin d'un remplacement rapidement. On l'a fait un peu à la va-vite parce qu'on avait besoin. Voilà, d'avoir une personne dédiée en interne, spécialement pour ce poste, ça permet de sécuriser ces quelques points qui peuvent être source de risques et encore une fois, à terme, qui peuvent être des enjeux financiers importants. Et alors, pour aller jusqu'au bout, justement, de la chaîne de paye, quel est le rôle du chef d'établissement, donc, à ce niveau-là? C'est lui qui valide le règlement en fin de mois? Voilà, dans sa chaîne, lui, il est vraiment là en tant que superviseur. Il n'intervient plus sur de la partie qui peut être des fois pure saisie ou
même déclaratif, on peut se retrouver dans des établissements où du coup ça va être le chef d'établissement qui va gérer ça. Il va être vraiment sur de la partie de contrôle et de supervision et de validation, notamment à la fin sur le versement des salaires. Bien. Alors, un autre aspect effectivement de cette fonction ressources humaines, donc si on veut remonter un petit peu en amont de la fonction, il y a un rôle aussi important en termes de est-ce que cette personne est impliquée également dans les recrutements et notamment sur la recherche de qualité et d'exhaustivité aussi de toutes les compétences qui sont nécessaires sur les postes à recruter. Voilà. Comme je disais aussi en préambule, là, c'est aussi de participer au recrutement, de s'assurer que déjà d'une part que les candidatures qu'on a est en adéquation avec les postes que l'on recherche. C'est aussi de s'assurer que derrière, on a effectué tout le formalisme lié à l'embauche du salarié, comme la constitution qui est importante du dossier du personnel. Et c'est aussi de sécuriser ce dossier du personnel, c'est-à-dire, comme on parlait de la sécurisation des actifs, le dossier du personnel, où est-ce qu'il est rangé, comment on conserve les documents, est-ce qu'on conserve les bons documents, est-ce qu'on actualise ces documents. Ça va être le rôle de cette responsable RH au sein de cette OGEC. Ok, ben écoute, merci beaucoup. Voilà, donc c'était un exemple, un témoignage un peu bref, mais qui permet de démontrer qu'une organisation peut être sécurisée à travers une externalisation d'une partie de la fonction ou à travers une spécialisation à l'intérieur de l'organisation même d'un OGEC qui, finalement, si je comprends bien, donc a une structure administrative relativement légère. Donc, on a choisi sur la deuxième thématique, puisqu'on a dit qu'on priorisait, on hiérarchisait les risques, quand même de vous parler des aspects financiers, donc de la protection et de moyens pragmatiques pour vous aider à sécuriser les aspects de trésorerie, donc que ce soit essentiellement donc, des soldes bancaires ou de la caisse. Alors, sur cette sécurisation des actifs financiers, à deux voix, nous allons aborder trois thèmes. Tout d'abord, celui de la fameuse séparation de fonctions. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le contexte des OGEC, on a des contraintes. Comme on le disait tout à l'heure, on sait qu'on est très limité en moyens. Bien souvent, même quand on a une OGEC d'une certaine taille, on a une ou deux personnes en intervenant à la comptabilité, guère plus. On a la présence de chefs d'établissement ou de bénévoles du conseil d'administration de façon un petit peu, j'appelle ça géométrie variable, tout dépend des OGEC, mais bon, on sait que voilà, soit on a des jeunes administrateurs, ils ne sont pas disponibles, soit on en a des plus âgés, mais ils ne sont pas plus disponibles parce qu'ils s'occupent des petits-enfants, ils voyagent, etc. Donc c'est toujours très, très difficile d'avoir la disponibilité du conseil d'administration. Et puis on a aussi des moyens limités, et comme on le disait tout à l'heure, on ne va pas embaucher un deuxième économe pour respecter la séparation des fonctions. Donc, Guillaume, est-ce que tu peux nous dire de ton expérience comment tu vois les OGEC répondre à cette contrainte de la séparation de fonctions? Quelles sont les bonnes pratiques que l'on trouve dans les OGEC de façon très pragmatique? Bonjour à toutes et tous. Je dirais qu'en préambule, et on l'a déjà dit depuis le début de l'après-midi, c'est que, et on le répète régulièrement, c'est qu'en termes de contrôle interne, il n'y a pas de risque zéro. Maintenant, le contrôle interne, c'est l'affaire de tous, de chaque établissement, peu importe les tailles. Ce qui est important, hein, ce qu'on note nous, lors de notre mission, finalement, c'est que l'établissement, peu importe la taille, puisse faire un diagnostic, hein, faire une analyse finalement de ses propres risques financiers liés justement à ces cumuls de fonctions. Donc il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. La première, c'est finalement qui a accès à la comptabilité. Est-ce que le service comptable, l'intégralité des personnes qui composent le service comptable, alors souvent une seule personne, qui a accès finalement à la comptabilité et puis également aux moyens de paiement, dans des structures un peu plus importantes, il y a plusieurs personnes au service comptable, donc qui a accès à la comptabilité, qui n'a seulement qu'un rôle finalement j'ai envie de dire, qui a un rôle de lecteur au niveau des comptes et qui ne peut pas passer d'écriture. Donc ça, c'est une des questions qu'on peut se poser. Une deuxième question, ça va être finalement l'accessibilité aux moyens de paiement, qui a accès aux chèques, qui peut établir des virements,
qui a accès à l'espèce, où se trouvent les caisses. Hein. On parlait des caisses tout à l'heure. Les établissements, il y a plusieurs caisses. Où est-ce qu'elles se situent? Est-ce qu'elles sont protégées dans des coffres forts? Qui a accès à la clé? Voilà. Il y a tout un ensemble de questions qu'on peut se poser en termes de cumul des fonctions. Mais je le répète, c'est vraiment une question, là où le contrôle interne, c'est une question que l'on se pose, peu importe la taille de l'établissement. Voilà. Alors, maintenant, on a à peu près une idée de ce qu'on peut faire en matière de séparation de fonctions. Maintenant, on va essayer de chercher à sécuriser nos décaissements, c'est-à-dire en fait tous les paiements que l'on réalise. Donc, on sait qu'effectivement, dans les OGEC, on a des votes de budget. On sait qu'on a un chef d'établissement en charge de la mise en œuvre de ce budget. Maintenant, concrètement, comment ça peut se passer dans une OGEC? Comment est-ce qu'on sécurise en fait les décaissements, hein, donc les sorties d'argent, hein, qu'elles soient en espèces ou qu'elles soient sous forme de règlement bancaire? Là, c'est assez récent. Vous m'entendez? C'est assez récent finalement en termes de... Une expérience assez récente finalement sur cette thématique. On était mandaté par un OGEC où on a travaillé sur différents process et on a restitué avec un regard extérieur justement pour avoir sous forme de flowchart, hein, où on voit tout le processus de A à Z. Si on s'intéresse au process des décaissements aux achats, donc ça peut les frais généraux, également les achats de restauration pour les établissements pour lesquels la restauration est restée en interne, on peut se poser également là plusieurs questions au niveau du contrôle interne lié aux achats. Tout d'abord, maîtriser finalement les personnes qui sont autorisées, qui sont habilitées à faire une commande. On a un besoin, qui émet le besoin, quelle nature, voilà, c'est déjà répertorier tous les besoins et toutes les personnes qui sont habilitées dans l'établissement à pouvoir donner une autorisation. On part de là. On fait l'autorisation, donc il y a une personne qui autorise, on a une commande qui est établie. Derrière, on peut se poser la question de savoir qui autorise le paiement. Hein. On peut mettre donc en place différents contrôles, un rapprochement assez basique, mais finalement on se rend compte que ce n'est pas forcément tout le temps mis en place, un rapprochement entre un bon de commande et une facture. On s'assure tout simplement que la commande, que la facture est bien en lien avec la commande. Et donc on doit identifier, se poser la question de savoir qui est habilité dans l'établissement à pouvoir autoriser la facture. Alors, c'est évident que dans certaines structures, la personne qui commande est souvent la personne aussi qui autorise la facture. Donc là, on ne peut pas forcément parler de contrôle interne. Ce qui est important au niveau des flux d'achat, c'est de les limiter au maximum finalement, hein, de faire en sorte de limiter ces flux et de mettre différents strates d'autorisation tout au long de ce process. Voilà. Puis on a aussi parlé du contrôle budgétaire. Il apparaît important de pouvoir suivre l'avancement des dépenses durant l'exercice et de faire des points réguliers entre un budget et un réalisé. Et de pouvoir, j'allais dire mensuellement, faire des écarts et pouvoir expliquer les écarts. Alors, on a des dépenses qui n'étaient pas prévues, ça existe, j'ai envie de dire, chaque année, mais l'idée, c'est de pouvoir justifier, et pas à la fin de l'exercice, des écarts qu'on peut retrouver sur certaines lignes budgétaires. Voilà, donc on a réussi à sécuriser les décaissements. On souhaitait rapidement quand même vous parler de la sécurisation des encaissements. C'est aussi important parce que le robinet de sortie, il est à peu près fermé maintenant, mais il faut s'assurer que, au niveau des encaissements, on arrive à effectivement à gérer nos encaissements. Donc on a des sources multiples d'encaissements. C'est ça qui est complexe dans vos organisations. Bien évidemment, on a les contributions familiales, mais on n'a pas que ça. On a aussi l'argent des voyages, on a aussi l'argent de la kermesse, on a aussi l'argent des petites manifestations de tous les jours, des sorties ponctuelles au musée de la ville du coin, etc., etc. Je crois que la multiplicité des entrées est source de complexité. Et puis, on a encore beaucoup de flux en espèces. Donc, Guillaume, rapidement, parce que sinon, je vais me faire éjecter de la scène. Non, on vient d'évoquer les différentes sources de produits. Moi, j'aimerais faire un zoom vraiment particulier sur, je dirais, le process participation des familles. On évitera au maximum, en fonction des ressources de l'établissement, de cumuler la personne qui opère, hein, qui s'occupe de la facturation, l'émission de la facturation, et en même temps du recouvrement. Hein, vous vous doutez bien que si la personne s'occupe de la facturation et en même temps s'occupe du recouvrement de la créance, on est typiquement sur une situation de cumul de fonctions.
Donc on évitera au maximum cette situation. Maintenant, je dirais qu'on va même au-delà du risque financier. Ce qui est intéressant en termes de facturation, et c'était une des conclusions de la dernière mission qu'on a réalisée, c'était de dire que finalement, on avait constaté qu'il y avait dans l'établissement qu'on a audité beaucoup d'erreurs au niveau de la facturation. Pourquoi ? Finalement, la facturation, c'était, quand on regarde dans les différents outils, c'est la finalité d'un dossier d'inscription. Ça part un peu de là. Il faut un dossier d'inscription qui soit correctement rempli, correctement validé, c'est-à-dire qu'on va s'occuper d'un nom. Le nom, on va le rattacher à des parents, on va les rattacher à un régime. Et donc, si le dossier est mal rempli, on va aussi faire des éventuels avoirs pour les familles où il y a plusieurs élèves. Donc, du coup, il y a toute une je dirais, une dose d'information, si je puis dire, qu'il est nécessaire de bien valider en amont pour s'assurer que la facturation va sortir correctement. Et là, pour le coup, il y a en effet le risque financier, mais il y a aussi le risque en termes d'image de l'établissement. Et là, pour le coup, l'établissement en question, vous voyez ses effectifs diminuer parce qu'il y avait des erreurs dans la facturation et tout venait en effet des dossiers d'inscription. Donc, pour faire rapidement, un travail à faire sur ce process lié aux inscriptions. Et puis, voilà, après, gros travail à faire, je pense, sur la partie process recouvrement. On va être obligé de s'arrêter, sinon je vous dis ça va devenir compliqué pour la suite. On va vous laisser avec beaucoup trop de retard. On est à votre disposition à la pause si vous souhaitez éventuellement qu'on continue à échanger, bien volontiers. Et puis merci pour ce témoignage.